On revient avec nos invités pour la suite et la fin. Georges O, homme politique clé. Constant Lemou, analyste politique, et Ibrahim Atia, lui, il est journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Avant de parler du Togo et de Covid-19 et de se poser cette question, la pandémie maîtrisée, nous allons continuer avec le Bénin et la couverture sanitaire universelle obligatoire à compter de janvier 2022. Constant Lemou, j'avais envie de vous poser cette question. Comment on astreint les travailleurs du secteur informel à souscrire, par exemple, à une assurance maladie? En toute franchise, je ne suis pas technicien en assurance. Et je pense bien que la loi, dans son application, doit prévoir un mécanisme d'enrôlement des bénéficiaires du secteur privé, de sorte qu'ils puissent bénéficier également. En réalité, quand on parle d'obligation, c'est au bénéfice des citoyens, disons, ceux qui sont potentiellement, ceux qui iront en consultation. C'est une obligation pour l'assurance de prendre tout le monde en compte, de ne refuser cette couverture sanitaire à personne. C'est en cela que je vois l'obligation. Je ne vois pas plutôt un citoyen qui refuserait cette couverture sanitaire. Prenons l'exemple de notre assurance maladie au Togo. Du président de la République jusqu'au dernier classé de l'administration, disons, de la fonction publique, puisque au départ, c'était des fonctionnaires. C'est un pourcentage qui est appliqué sur les salaires. Mais par rapport à la prise en charge quand on est malade, il n'y a pas une différence de prescription parce que tel participe à telle hauteur et l'autre participe moins. Non, c'est le même soin pour tout le monde. C'est ça la solidarité. Et ceux qui ne sont jamais malades ne vont pas chercher à être malades parce qu'ils cotisent. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est exactement comme des gens qui se regrouperaient, créeraient une tontine en cas de décès d'un parent. Mais ce n'est pas parce que j'ai cotisé pour les camarades que je vais tuer ma maman pour qu'on cotise pour moi. Je souhaite même que personne ne cotise pour moi. Je souhaite ne pas avoir de cas de décès chez moi. Je préfère assister ceux qui sont dans le besoin et que moi je garde la bonne santé. Se soigner, c'est moins bon qu'être en bonne santé. Alors je me dis, cette obligation étant au bénéfice des souscripteurs, il n'y aura pas de résistance à ce niveau-là. Mais l'obligation va peser plutôt sur l'assurance elle-même. L'obligation va peser à ce niveau-là, mais c'est de la bonne guerre parce que l'État étant présent dans ce mécanisme, il n'y aura pas de problème majeur. Et surtout, j'insiste, lorsque le secteur privé est impliqué, je ne doute pas que tout le mécanisme soit bien huilé et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Vous avez dit l'État est en présent, Georges O. Il faut dire que tout cela aussi arrive grâce à la politique du président béninois Patrice Talon. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Et je vous ai précisé que le Bénin, déjà en 2009, avait un plan national de développement sanitaire. Et je vous ai aussi précisé que ça fait partie des objectifs de développement durable. Donc du coup, je vous ai aussi précisé que déjà en 2019, les pays ont réaffirmé leur engagement. Donc du coup, ce n'est pas seulement au Bénin, au Togo, comme M. Constant Lemou l'a précisé, nous sommes en plein pied dans ce qu'on appelle l'assurance universelle. Donc du coup, ce n'est pas nouveau sous les cieux. Et ce que je voudrais dire, préciser par rapport aussi à la question de comment abstraire le secteur informel, c'est que c'est des gens qui vont évoluer sûrement en association ou bien en syndicat. Et pour pouvoir les recenser,
Et puisque, comme il a dit, c'est une bonne nouvelle pour la population, pour cette tranche ou bien ce secteur qui n'a pas la capacité vis-à-vis ou bien en termes de recettes, qui n'a pas la capacité de recruter une assurance ou bien de discuter avec une assurance pour assurer les membres ou bien ceux qui sont dans ce secteur. Aujourd'hui, il y a l'État qui est aussi partie prenante, qui va les organiser pour qu'ils puissent bénéficier. Ce qui va se passer, c'est que, comme on l'a dit, ça va commencer en janvier 2022, mais ça va être prolongé dans le temps. C'est-à-dire à ce que ceux qui, peut-être à un moment donné, ne comprenaient pas, puissent voir les bienfaits de cette assurance et rentrer dans les rangs. Donc, du coup, il va y avoir des méthodes de sensibilisation, de pédagogie à l'endroit de ce secteur pour qu'ils puissent s'organiser. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'endroit du secteur informel. Nous prenons le Togo et les FNFI, etc. Vous allez les voir qui sont bien organisés, ils sont référenciés. Et comme c'est la solidarité qui en fait régule des choses comme l'assurance et ses consorts, vous allez voir que tout le monde va y adhérer. Et ça va être facile. Donc l'obligation en tant que telle, c'est que ça pèse plus effectivement sur les structures d'assurance à accepter tout le monde. Et ça aide aussi plutôt les citoyens dans le secteur informel à avoir la confiance ou bien cette compréhension de la chose qui leur permet à aller facilement se faire souscrire sans penser à comment discuter avec les organes d'assurance. Ibrahim Acha, dernier mot et on sort ce sujet. Non, il faut dire que c'est une très bonne chose. Il faut aller. Je pense que l'État, en demandant d'aller vers cette couverture sanitaire universelle et obligatoire dès 2022, est en train de prendre aussi des mesures en amont. Les Moula dit il faut mettre en place des structures, que les populations aient accès au centre de santé, que le plateau technique soit bien garni. Voilà, je pense que quand il y a ces préalables-là, quand il y a ce minimum, la jouissance maintenant de cette couverture santé universelle ne sera que... En tout cas, ça va aller de soi, quoi. Et maintenant, comment amener les gens à souscrire? Il y a déjà des mécanismes sur place. Il y a au niveau des artisans, c'est pas une histoire de tontine. Donc, peut-être que par jour, on vous demande, tous ceux qui font membres de cette tontine vont cotiser, si c'est 500 francs par jour, si c'est 200 francs, ça dépend. Et ceci, c'est pour constituer un butin. Au cas où vous êtes malade, je pense que vous n'avez plus à aller emprunter ou bien à courir de gauche à droite, mais il y a déjà une cagnotte qui est là, il y a déjà une caisse qui est là et qui vous sert en même temps de garantie. C'est ça aussi l'assurance. Et vous voyez que quand vous allez dans les centres de santé, on vous prescrit des choses, c'est vraiment à moindre frais, vous pouvez faire face vraiment à ces ordonnances. Je pense que c'est une très bonne chose, il faut l'encourager. Au Togo, le Togo est déjà avancé avec l'assurance maladie et tout récemment on venait de voter aussi l'accès universel aux soins. Donc notre chef de gouvernement a commencé aussi par prendre des dispositions pour que cela soit effectif, pour que cela vraiment soit élargi à l'ensemble de la population. La santé n'a pas de prix, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur des mécanismes comme ça pour que tout le monde puisse vraiment, en cas de pathologie ou bien de maladie, que cette personne puisse se prendre en charge. Au Togo, le gouvernement a un travail on ne peut plus remarquable depuis l'apparition du premier cas de Covid-19, fermeture des frontières, mesures restrictives, force anti-Covid, fermeture également des lieux de culte. Alors aujourd'hui, Covid-19 au Togo, la pandémie est-elle maîtrisée? On va poser la question donc à vous, nos chers invités. On commence par Constant Lemou. La pandémie est maîtrisée? La pandémie maîtrisée, ce n'est pas évident. Et le président du comité de gestion l'a dit, même si
nous sommes à une période de stabilité, ce n'est pas pour autant que la guerre est gagnée contre le Covid-19. Peut-être il faut évaluer rapidement ce qui a permis au Togo d'atteindre cette stabilité, ce qui a permis de réduire sensiblement les contaminations et ce qui a permis de traiter la plus grande proportion des gens contaminés pour pérenniser le dispositif efficace, si possible l'intégrer progressivement dans le dispositif sanitaire national. On s'est rendu compte aujourd'hui que Covid-19 n'est pas une maladie qu'on va éradiquer du jour au lendemain. Surtout que des vagues se renouvellent. Il faut vivre avec. Contrairement à ce que nous avions compris, qu'il faut 2 doses de vaccination pour avoir la garantie. Aujourd'hui, on envisage une 3e dose compte tenu de la prochaine vague qui arrive. Ce qui signifie que la fin de Covid n'est pas pour demain. Nous devons faire avec pendant très longtemps. Peut-être c'est une pandémie que nous ne verrons pas finir avant la fin de nos jours sur Terre. Ah, vraiment. Alors, ça veut dire que nous devons vivre avec. Ça veut dire également qu'on ne peut plus restreindre les activités de la vie de tous les jours à cause de Covid. On doit laisser les activités économiques s'éclore. On doit également alléger un certain nombre de contraintes pour permettre aux citoyens de s'épanouir, mais en même temps que chaque citoyen soit responsable de la surveillance et surtout du respect des mesures barrières pour éviter de se faire contaminer. Le comité de gestion a fait son travail. Le résultat est positif. Et nous félicitons le président de la République. Ouais. Nous félicitons l'ensemble du gouvernement. Nous félicitons ce comité national et son président, tous les acteurs impliqués. Nous félicitons les forces de l'ordre, le personnel soignant. Nous félicitons toutes les autorités à quelque niveau qu'elles aient été, quel que soit le rôle joué pour que nous puissions avoir cette stabilité. Moi, je suis convaincu que la prochaine phase ne sera pas aussi traumatisante que la première ou la deuxième, parce que nous connaissons mieux, désormais, nous connaissons mieux la maladie et nous saurons nous comporter en conséquence. Il y a donc lieu de corriger ce qui n'a pas marché ou ce qui était de trop dans les dispositifs, ce qui a coûté inutilement. Il faudrait réajuster, évaluer ce qui est fait pendant pratiquement 2 ans pour prendre des mesures nouvelles. Mais personnellement, je pense que le mécanisme de surveillance et de prise en charge de cette maladie, je veux dire la prise en charge des cas, soit progressivement intégré au système sanitaire au plan national. C'est très important. Alors, Georges Ewo, il faut féliciter le gouvernement et on l'a fait pour les efforts. Au même moment, il y a beaucoup de choses à aussi remédier. C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est à féliciter, effectivement. Et cette maladie qui a frappé en plein fouet les nations les plus fortes et tout ce que nous savons comme conséquence de cette maladie, j'avoue que nous devons vraiment les féliciter. Depuis la tête, comme mon co-débatteur vient de le dire, depuis la tête, le président de la République, en passant par les membres du gouvernement, la chef du gouvernement et puis les membres du gouvernement, les conseillers en santé, le conseil scientifique et tout, avec le personnel soignant,
même ceux qui participent à la sensibilisation ou bien aux diverses sensibilisations, l'armée qui est déployée au bord des feux, des carrefours pour sensibiliser, vraiment, ce n'est pas petite affaire. Nous ne pouvons pas parler en oubliant aussi les journalistes qui n'ont pas vraiment ménagé des efforts pour consacrer des journaux pour voir si à cette pandémie. Donc tout le monde et sans oublier les collectivités à travers les maires, les agents, les conseillers municipaux qui ont véritablement contribué à la maîtrise aujourd'hui, bien à la stabilisation de cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu soit loué, puisque c'est Dieu bien avant le président de la République. Oui. Il faut que nous puissions aussi le rappeler. Aujourd'hui, vous savez, avec cette maladie, il y a beaucoup de restrictions. Et ces restrictions ont de l'impact néfaste sur... Il y en a de trop au Togo? Bon, non, comment? Vous ne pouvez même pas penser... Les gens en parlent. Non, en fait, de toute façon, les critiques permettent aux autorités d'adapter un certain nombre de choses ou de modifier, ou de savoir vraiment que la population écoute. Puisque si vous parlez que personne ne réagit, ce n'est pas normal. Ça veut dire que ça ne passe pas. Donc, si la population s'intéresse à la chose, vous aurez des critiques, vous aurez des trucs, mais ça, c'est pas mal. L'autorité, il sait que il doit y avoir des retours de tout ce qu'il applique comme méthode. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la maîtrise de la pandémie, c'est qu'il faut à un moment donné, comme il a dit, si on trouve qu'il y a certaines restrictions qu'on peut bannir, mais tout en accentuant ceux qui nous ont permis d'avoir la maîtrise, oui. Ça, c'est normal. Nous ne pouvons pas oublier les mesures barrières parce que les mesures barrières, c'est la méthode la plus efficace pour nous prévenir de cette maladie. Il faut qu'on accentue. Il faut qu'à chaque niveau que nous puissions l'appliquer. Il faut faire tout parce que quand on annonce déjà la 3e vague, moi je pense, comme il a dit, que nous n'allons pas encore nous paniquer. Parce que, comme on le dit, les méthodes qui nous ont permis d'avoir la maîtrise sur la 2e vague nous permettront, nous permettront de pouvoir encore nous en sortir. Et que dans les jours à venir, que l'économie puisse véritablement fonctionner pour que nous sortions de beaucoup de choses. Nous sommes en train de... situation difficile. Vraiment. Très difficile. Oui, Ibrahim Macha, les journalistes aussi ont joué un grand rôle. Ah oui, nous avons joué un très grand rôle. Et puis Georges Yeo, on parlait de vous. Hein. Oui, mais j'ai été très content lorsqu'ils ont reconnu les efforts consentis par les journalistes aussi dans cette bataille ou bien dans cette guerre contre la Covid-19. C'est vrai que au départ, avec la psychose des débuts, les gens ont eu peur, mais nous sommes lancés. Il y avait la trouille, mais nous sommes lancés parce que du moment où on nous a fait savoir qu'il y avait des gestes barrières et que quand vous les respectez, vous êtes protégés, bon, on n'a pas hésité à aller de plateau en plateau pour appeler la population à respecter les gestes barrières et à respecter aussi les mesures restrictives. Parce que quand l'État était amené à prendre des mesures pour restreindre certaines de nos libertés, c'est d'une manière ou d'une autre pour nous protéger et pour éviter l'hécatombe. Puisque quand vous voyez un peu ce qui s'est passé en Europe et tout ça là, les vagues, comment ce virus ou bien disons cette pandémie a décimé la population occidentale, vraiment il y avait de quoi prendre des mesures même les plus draconiennes pour vraiment protéger la population togolaise. Et donc aujourd'hui,
la tendance est à la normale, mais nous n'avons pas maîtrisé la Covid-19. C'est pourquoi nous continuons de le dire, il faut appeler à la vigilance, au sens de responsabilité. Les mots le disaient, chaque citoyen doit savoir que nous devons continuer par observer les gestes barrières, nous devons continuer par respecter les mesures, disons, prises par les autorités togolaises, et en même temps ne pas aller vers la lassitude. Sans la lassitude, gagner les gens. Parfois, vous voyez des gens qui ont le cachet, mais ils ne portent pas ça convenablement. Quand on arrive... On a l'impression qu'on le fait pour les forces de l'ordre. Voilà. Et quand on arrive dans des lieux, il y a le dispositif de lave-main, mais les gens regardent et disent non, la maladie, là même, c'est fini. Les gens ne veulent plus laver les mains, tout ça. Mais on ne sait pas là où on peut passer, choper vraiment ce virus. Donc, il faudrait redoubler encore de vigilance et aller vers le sens de responsabilité. Et aux autorités togolaises, je pense que il ne faudrait pas qu'on fasse de cette maladie une particularité togolaise, parce que quand vous voyez dans la sous-région, c'est pratiquement au Togo où on fait encore... J'allais poser cette question à Constant Lemou. On l'a vu au Bénin, le Bénin jouait contre Madagascar l'autre fois. Les gens étaient sur le stade. Il y avait du public. Les gens étaient au stade. Ouais. Ici, on nous a amenés à nous faire vacciner, tout ça là. Je pense que, bon, on peut aussi commencer par dévisser un peu, comme on le dit, et amener les gens à retrouver un peu, un tant soit peu, les réflexes en matière d'épanouissement, comme l'a souligné mon ami Lemou. Et en même temps aussi, ne pas faire comme le nid de la Covid, c'est le Togo. Parce que moi, j'ai discuté avec certains amis de l'autre côté des frontières qui disaient que non, la Covid, c'est au Togo. On en a fait un problème d'État, un problème de... En tout cas, c'est comme si... C'est d'ailleurs pourquoi le Togo est classé parmi les meilleurs. Il faut le souligner. Ah oui, mais il ne faut pas sacrifier aussi l'économie. Parce que l'économie est à terre, à l'heure où je vous parle. L'économie togolaise est à terre. Les artistes ne se retrouvent pas parce qu'il n'y a plus de création, il n'y a plus de concerts, tout est vraiment sous contrôle, tout est interdit. Donc ça fait qu'il n'y a plus d'éclosion. Un artiste qui est dans sa chambre, qui produit des albums, il n'a pas de foule, il n'a pas de spectateurs, tout ça là, vous comprenez. Nos éperviers sont allés jouer hier. S'il y avait quand même les supporters, je pense que peut-être que vers la fin, on allait galvaniser nos éperviers. Ils devaient avoir peut-être une certaine assurance et que le but là peut-être n'allait pas passer. Vous avez suivi le match. Vous comprenez ce que je veux dire. Et quand on revient encore au niveau de la mobilité et au niveau de la capitale et tout ça là, bon, je pense qu'on peut quand même commencer par déverrouiller un peu certaines choses. Il faut juste déverrouiller, appeler les gens à la vigilance. Bon, pour citer le coordinateur, le professeur Djibril, le colonel a dit que vers la fin de l'année, vous savez que c'est des périodes où il y a beaucoup d'affluence, les gens reviennent du voyage, il y a les retrouvailles, il y a tout ça là, donc il faudrait que... On ne peut pas desserrer aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas desserrer. Parce que c'est la fin de l'année. Ah oui, mais si nous faisons preuve de responsabilité, je pense que l'État aussi peut être amené à desserrer, parce que l'État sait que, bon, nous avons affaire à des citoyens responsables, des citoyens qui ont appris à respecter les gestes barrières, et donc on peut leur faire confiance. Il n'y aura pas vraiment en tout cas de flambée de cas et tout ça là. Je pense que c'est ce à quoi nous devons nous en tenir. Vigilance, sens de responsabilité, et continuons quand même par respecter les choses. Mais la vie doit continuer quand même. On doit vivre. Moi, mon problème, c'est l'intérieur du pays. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Vous avez eu à voyager un peu à l'intérieur du pays. Est-ce que ces mesures sont respectées partout où vous passez? Je pense d'une manière générale à l'intérieur du pays, les venues de Lomé sont reconnaissables par le port de masque. C'est une vérité, c'est une réalité. Ceux qui viennent de Lomé, on les reconnaît facilement par le port de masque. Alors, c'est juste pour dire que les mesures restrictives ne sont pas aussi appliquées à l'intérieur du pays. Il y a aussi que les cas de contamination ont été moins enregistrés à l'intérieur qu'à Lomé. Il faut le reconnaître. C'est ce qui fait que ces mesures barrières ne sont pas toujours respectées. Dans ma première analyse, je disais il y a lieu
d'évaluer un peu le dispositif pour voir qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut alléger, parce que aujourd'hui la maladie est mieux connue de par le mode de contamination, les mesures barrières pour éviter et comment prendre en charge les cas. Parmi les mesures barrières, parmi les mesures le dispositif mis en place, lorsque nous prenons la fermeture des frontières pour cause de Covid, quand on évalue, quel est le résultat? Est-ce que le résultat est sensible? Personnellement, je dirais non. On n'a plus besoin de fermer les frontières pour cause de Covid. Parce que la fermeture a été officielle, mais nos frontières n'ont jamais été fermées. Ça, vous vous rappelez les premiers cas de contamination à l'intérieur du pays, dans le nord, les cas étaient rentrés du Ghana, majoritairement. Du Bénin dans une certaine mesure. C'est vrai, au début, lorsque le Togo avait pris toutes les dispositions, les autres pays connaissaient une flambée beaucoup plus rapide qu'au Togo. Mais à la longue, on s'est rendu compte qu'en réalité, tout ce qu'on a mis comme dispositif de fermeture de frontières n'a pas marché. C'est sur le même plateau, je pense, un des journalistes a montré comment ce dispositif a plutôt permis d'enrichir plutôt certains agents des forces de l'ordre et de sécurité aux frontières. On fait payer les passants plutôt que de leur refuser de passer. Alors, ce résultat est pratiquement nul. Ensuite, dans les mouvements, dans les véhicules, vous allez voir que les mesures édictées ne sont pas respectées non plus. Les transporteurs en commun prenaient toujours plus que ce qui est prescrit. Il suffit de glisser quelque chose au poste de contrôle, aux forces de l'ordre, et ça passe. Ça veut dire qu'en réalité, ce dispositif qui coûte par rapport au Trésor, parce que le Trésor doit faire un effort supplémentaire envers ces différents corps qui sont déployés, ça coûte, mais le résultat n'est pas là. Plutôt, ça a permis vraiment d'enrichir d'autres personnes de façon illicite. Parce que le transport... Le coût de transport a été augmenté, le coût est maintenu, mais le nombre de passagers n'est pas respecté. Ça veut dire que c'est mieux de laisser ces dispositifs-là. Donc, respecter les mesures, veiller à renforcer la sensibilisation et la sensibilisation au respect des gestes barrières. C'est le plus important. Et puis, récupérer les fonds investis pour des gens qui n'ont pratiquement rien à faire dans la structure, dans le dispositif. Quand j'ai fait attention à certains qui sont membres de quel comité, ce qu'ils percevaient dépassait de très loin la valeur du matériel ou bien du rôle qu'ils avaient à jouer. Autrement dit, autour des 400 milliards que le gouvernement a prévu pour lutter contre le Covid, eh bien, il y a eu un noyautage autour, un réseautage, pour que chacun puisse trouver. Va faire une enquête après. Je pense qu'il doit y avoir une évaluation, un audit. Un audit. Il faut auditer pour savoir exactement des 400 milliards, qu'est-ce qui a été sorti effectivement, ce qui a été sorti. Quel est le montant qui a été effectivement investi dans l'acquisition du matériel, dans la prise en charge des cas, pour comprendre qu'en réalité, si ce que j'ai observé à certains niveaux s'avère vrai, et si cela s'est répété à tous les niveaux, moi je peux affirmer sans risque de me tromper que à peine un tiers du financement est rentré effectivement dans la lutte contre le Covid. Vous voulez ajouter quelque chose sur 8-30 secondes? On vous attend pour le journal. Georges. Non, ce que je voudrais dire, je voudrais donner un carton, il ne faut pas oublier. Un carton? Oui, allez-y, donnez en même temps. Ah d'accord, en fait, je voudrais donner un carton au ministère
de la sécurité et de la protection civile qui avait commencé un projet d'avoir à ce que les conducteurs de taxi-moto aient le permis. Mais il se fait que l'application jusqu'à présent tarde. Et ce carton-là, c'est pour lui permettre... Parce que vous savez, du moins si ce n'est pas permis de conduire, qu'il doit y avoir une attestation que la personne au moins a fait le code de la route. Parce que vous ne pouvez pas être sur le code de la route et que vous ne connaissez pas les règles. Je vais vous dire, j'ai un incident mardi parce que quand je voudrais retourner sur la route nationale numéro 5, le conducteur qui venait me faisait jet de phare. Et donc, pour lui, jet de phare veut dire il ne faut pas aller, alors qu'il me cède la voie en faisant jet de phare. Donc, j'étais en train de me tourner quand j'ai remarqué que la personne est sur une allure que je ne peux pas qualifier. Mais Dieu merci, il n'y a pas de dégâts corporels. Donc je voudrais l'encourager pour que les gens puissent au moins savoir les b.a.-ba de cette route qu'ils pratiquent. Merci beaucoup à vous, Georges Eho, homme politique du cercle des leaders émergents. Merci également à Constant Lemou. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes analyste politique. Merci également aux journalistes. Mon confrère Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Merci également à vous pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, la semaine prochaine précisément, toujours avec le même plaisir. Pensée toujours spéciale à Dimas Dikodo. On pense à vous. À très bientôt.